Bene, la parola all'onorevole Bay, Presidente della Fondation pour l'Europe des Libertés, des Nations et des Libertés, scusate. Merci, cher Mario Borghezio, de l'initiative de cette réunion ici dans les locaux du Parlement européen à Rome, au nom et dans le cadre de notre Fondation pour une Europe des Nations et des Libertés. La Fondation pour une Europe des Nations et des Libertés est une instance, une organisation qui réfléchit à notre projet européen, à la question européenne d'une manière très large, au débat des idées et qui est adossée à notre groupe parlementaire Europe des Nations et des Libertés qui rassemble une quarantaine de députés de 8 nationalités différentes dans l'hémicycle du Parlement européen et qui agit parallèlement au mouvement pour une Europe des Nations et des Libertés qui est notre parti politique européen qui regroupe non seulement les 8 nationalités qui composent notre groupe parlementaire mais également un certain nombre de nos amis et peut-être certains d'entre eux sont dans cette salle, tchèques, slovaques, grecs, bulgares, dont nous savons qu'ils représentent une serbe aussi, qui représente une sensibilité politique importante et croissante dans leur pays et avec lesquels nous aurons plaisir à travailler peut-être même demain ou au lendemain des élections européennes dans l'hémicycle du Parlement européen. Merci donc Mario de l'initiative de cette réunion car tu l'as dit et nous n'allons pas l'évoquer aujourd'hui, mais nous avons des échéances électorales importantes à la fin du mois de mai et à un peu plus de 2 mois de cette échéance importante qui va nous amener à présenter un projet, à expliquer notre vision de l'Europe, à expliquer l'organisation institutionnelle que nous souhaitons pour le continent européen. Il nous appartient aujourd'hui de réfléchir, peut-être en amont, ça a beaucoup de sens, à ce qu'est l'Europe, à l'idée de l'Europe, car c'est une idée qui souvent est galvaudée, qui souvent est dénaturée. Beaucoup, notamment parmi nos adversaires ou parmi ceux qui défendent le fédéralisme européen, ont une vision restrictive, étroite de l'Europe. Ils confondent souvent l'Europe avec l'organisation institutionnelle de l'Union européenne. Et la réunion d'aujourd'hui a justement pour objectif de montrer ce qu'est l'Europe profondément, dans son histoire, dans sa culture, dans sa géographie, dans sa spiritualité aussi. Cet immense projet qui nous rassemble, qui nous unit, qui est fédérateur à l'échelle du continent et qui peut nous permettre aussi de retrouver ce que nos nations européennes ont peut-être perdu aujourd'hui, c'est la capacité à se projeter et à rayonner sur le monde, parce que la civilisation européenne a sans doute cette caractéristique d'avoir été capable d'être une puissance d'équilibre et d'avoir rayonné sur la planète comme aucune autre. Quand je viens à Rome, je me sens un peu chez moi, à la fois comme Français, parce que les rues de Rome, les monuments de Rome, je pense à l'église Saint-Louis des Français, mais d'une manière plus générale, à beaucoup de références, qu'elles soient culturelles, juridiques, architecturales, me font penser à l'amitié très forte qui unit la France à l'Italie et Paris à Rome. Et puis je me sens doublement chez moi maintenant, parce que quand je viens à Rome comme militant de la cause nationale, je suis heureux de voir mes amis qui sont ici, qui sont dans cette salle, mais qui sont surtout au gouvernement, qui exercent les fonctions gouvernementales avec Matteo Salvini et qui aujourd'hui mettent en œuvre de manière concrète le redressement politique de l'Italie et montrent un peu l'exemple, constituent aujourd'hui, c'est vrai, un peu la locomotive, la figure de proue des forces nationales partout en Europe. Matteo Salvini et la Lega sont aujourd'hui un peu le modèle pour tous les mouvements nationaux, patriotes, partout sur le continent européen, parce que finalement, notre attitude, elle est tout le contraire de la xénophobie dont nous sommes parfois accusés lorsque nous défendons notre peuple. C'est parce que nous avons à cœur de défendre tous les autres peuples. Ce n'est pas une vision étroite, ce n'est pas une vision exclusive, c'est au contraire, ça part du constat lucide que le fonctionnement actuel de l'Union européenne vise à réduire les libertés des nations et à asservir les peuples, alors que notre projet vise précisément à libérer les nations et à défendre les peuples. Alors bien sûr,
une fois qu'on évoque la question de l'Europe, de l'idée de l'Europe, certains assez naturellement reviendront dans l'histoire récente qui, au gré des traités successifs, a construit l'Union européenne. Mais en réalité, l'Europe, ça n'est pas l'Union européenne. L'Union européenne, pour l'essentiel, construite depuis 1957, elle est une machine technocratique. La Commission européenne, 34 000 fonctionnaires, qui détient cette Commission européenne des pouvoirs considérables, exorbitants. Elle a, dans l'organisation institutionnelle de l'Europe, l'initiative législative, elle a ensuite, exclusive, elle a ensuite les directives, la réglementation, elle a le contrôle de l'application par les nations des directives européennes et elle est même, selon le traité de Lisbonne, garante des traités et grâce à cette petite manœuvre juridique, elle peut faire de l'ingérence dans la vie politique des États membres et empêcher les nations d'exercer pleinement leur souveraineté. On le voit par exemple avec la Pologne ou la Hongrie qui aujourd'hui subissent les foudres de la Commission européenne, des institutions européennes, simplement parce qu'ils refusent un certain nombre d'orientations qui sont décidées par M. Juncker dans son bureau gris de Bruxelles. Alors bien sûr, l'Europe, ça n'est pas cette machine technocratique qu'est l'Union européenne et qui a beaucoup de défauts, qu'il faut refonder totalement, dont il faut réorienter le fonctionnement, qui est opaque, qui est antidémocratique, et dont il faut redéfinir les objectifs au service des nations et des peuples. D'autres, parmi nos adversaires, réduisent souvent l'Europe à une dimension purement géographique, c'est-à-dire des pays qui constituent un espace européen et qui ne seraient liés que par la proximité géographique pour constituer un bloc qui pèserait sur la scène mondiale. D'ailleurs, bien souvent, ceux qui ont cette démarche-là de réduction de l'Europe à la question technocratique ou à l'espace géographique ne voient finalement l'Union européenne que comme une étape vers le mondialisme. Ils n'ont pas la volonté d'assurer à l'échelle continentale l'indépendance ou la puissance. Ils envisagent l'Union européenne comme une étape avant le village global, avant une gouvernance mondiale qui est totalement illusoire, qui est dangereuse, et qui aujourd'hui, c'est un modèle qui est rejeté partout dans le monde, puisque partout dans le monde, ce sont les nations, ce sont les peuples, ce sont les identités qui s'expriment, et avec une aspiration légitime à la protection. Quand les États-Unis protègent leur économie, quand la Chine, l'Inde, le Japon protègent leurs intérêts vitaux, eh bien, l'Union européenne, elle, a tendance à être toujours un espace ouvert, une sorte de terrain de jeu entre les mains de la finance internationale, qui se montre souvent incapable de défendre ses propres intérêts, c'est-à-dire ceux des nations qui la composent. Non, évidemment, l'Europe ne peut être réduite à un simple espace géographique et on notera d'ailleurs que souvent, ceux qui ont cette approche-là veulent toujours étendre davantage l'Europe. Ils veulent l'étendre à la Macédoine, au Kosovo, à l'Albanie et même pour un certain nombre d'entre eux, il faut le dire, à la Turquie. La Turquie qui est peuplée de 95 millions de personnes, quasiment exclusivement musulmans. La Turquie qui n'est européenne ni par son histoire, ni par sa géographie, ni par sa culture ou sa religion dominante. Et bien sûr, cette démarche purement géographique, elle vise finalement à réduire l'Europe à un espace économique sans prendre en compte ce qu'elle est beaucoup plus profondément. Et puis certains aussi réduiront volontiers la civilisation européenne, qui parfois leur fait un peu peur, aux conflits, aux guerres qui ont émaillé son histoire, en oubliant d'ailleurs que souvent ce sont les velléités d'empire, les velléités souvent un peu déraisonnables de certaines nations, et la France n'a pas été exempte de responsabilité dans ce domaine, les nations qui avaient tendance à vouloir se constituer en empire et déstabiliser l'équilibre du continent européen. En réalité, ce n'est pas l'Union européenne qui a fait la paix en Europe, c'est parce que la paix a été retrouvée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu'on a pu envisager une organisation politique de l'Europe. Alors aujourd'hui, l'Europe se trouve évidemment à la croisée des chemins entre ceux qui finalement
ont construit une machine technocratique qui dessert ses intérêts vitaux, qui a organisé son impuissance collective sur la scène mondiale, et ceux qui voient au contraire qu'il y a une civilisation européenne qui doit être défendue et qu'elle est composée de ces nations. Et c'est ce qui nous amène à défendre l'Europe des nations et des protections, l'Europe des coopérations qui sont librement consenties et non pas une Europe où tout est organisé de manière intégrée par Bruxelles, imposé ensuite au peuple et qui a abouti finalement à affaiblir individuellement et collectivement nos nations européennes sur la scène mondiale. Puisque nous sommes aujourd'hui réunis, et beaucoup après moi qui sont d'éminents spécialistes en parleront beaucoup mieux, réunis pour définir finalement ce qu'est l'Europe et ce qu'est l'idée de l'Europe, on pourrait dire d'abord que l'Europe, elle n'a pas 60 ans, comme les traités pourraient laisser le croire, pourraient le laisser entendre, elle est une réalité multimillénaire. Elle est une réalité multimillénaire qui a été façonnée par la Grèce antique, la raison grecque, qui a été façonnée par la Rome antique, et on est aujourd'hui ici à Rome, notamment par le droit romain, et façonnée bien sûr par les valeurs chrétiennes. Et nier cet héritage de la Grèce, de la Rome antique et de la chrétienté, c'est nier l'Europe, et c'est construire non seulement une Europe inefficace, inopérante, mais en réalité, nier cet héritage, c'est construire une anti-Europe. Et finalement, dans les débats politiques des prochains mois, dans les batailles politiques ou électorales que nous mènerons, que nous continuerons de mener dans les prochaines années, c'est ce grand clivage qui traverse le continent européen. Soit nous sommes conscients que nous avons une civilisation commune, un héritage commun, une histoire commune, une culture commune à défendre, des nations qui incarnent ensuite à l'intérieur du continent européen cette histoire, cette culture et cette civilisation qui a rayonné à travers le monde et qui a l'ambition de rayonner à nouveau à travers le monde. Soit nous renonçons à ce que nous sommes, nous renonçons à cette capacité de rayonnement, nous renonçons à la puissance et à l'indépendance, et nous serons soumis dans le grand magma mondialiste ultralibéral, et c'est le projet que défendent malheureusement la plupart de nos adversaires. Mais mon propos n'est pas pessimiste, il est au contraire résolument optimiste, parce qu'aujourd'hui on le voit, ce modèle bureaucratique, ce modèle technocratique, cette Union européenne qui refuse ce qu'est l'Europe au plus profond d'elle-même, eh bien ce modèle-là est en fin de course, il est en fin de vie. Il n'est plus représenté que de façon marginale par Juncker, par Macron, par Merkel, mais partout en Europe, c'est une volonté qui s'exprime de défendre notre identité, de restaurer la sécurité des Européens, de défendre nos libertés individuelles et nos libertés collectives, de protéger notre économie, de protéger et de défendre notre culture. C'est le choix que les Italiens ont fait. C'est le choix que les Autrichiens ont fait, c'est le choix que les Polonais et les Hongrois font, et c'est, je l'espère de tout cœur, le choix que les Français et beaucoup d'autres feront dans les prochains mois, les prochaines années, pour que nous ayons une organisation européenne qui soit à la fois capable de défendre la liberté de nos nations et de protéger nos peuples. Merci beaucoup.